très heureuse de vous retrouver. Comment allez-vous? Voilà, en cette belle journée. J'espère que cette journée a merveilleusement bien commencé pour vous et que vous êtes prêts à la poursuivre en notre compagnie. Alors, bienvenue à vous tous. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8, nous sommes ensemble à l'espace d'une petite heure. Alors, décollage immédiat, destination le bien-être, ce petit coin de paradis du côté de Direct 8 où il fait bon vivre, où nous sommes toujours particulièrement bien entourés. Et aujourd'hui aussi, eh bien, ça se confirme de nouveau. Alors, sans plus attendre, place à ceux qui nous font le plaisir de nous accompagner durant cette heure. Et on va commencer par notre complice, par notre fidèle de l'émission, Fabrice Daboval. Cher Fabrice, bonjour. Chère Charlotte, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça va bien, Fabrice? Ça va bien, ça va bien. Le bleu est de circonstance aujourd'hui, non? Vous êtes... C'est la couleur préférée des Français, donc moi, je m'adapte. Voilà, vous êtes pour fédérer. Je suis pour la paix dans les ménages. Voilà, alors Fabrice... Alors, oui, d'accord. Alors Fabrice, aujourd'hui, on va parler de flore, de jardinage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de fleurs, mais je vais surtout vous raconter une très belle histoire que ma grand-mère m'a racontée. C'est familial. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Je n'en dis pas plus. On en parle dans quelques instants en fin d'émission. Est-ce que vous avez, tiens, Fabrice, en ce moment, un choix de vie à faire ou une décision à prendre? On en a toujours, non? Mais très bien, Fabrice. Il y a des grands choix, mais on en a toujours oui, on a toujours un choix à faire. Voilà, tous, à un moment de notre vie, voilà, nous sommes confrontés à devoir faire des choix, et les bons, tant qu'à faire. Sauf que parfois, eh bien, nous manquons de discernement, de recul, de clairvoyance. Tiens, et si nous faisions davantage confiance à notre intuition? Vous savez, cette petite voix intérieure qui nous guide pour faire nos choix. Une intuition que nous avons tous, mais à laquelle nous n'accordons que trop peu d'importance, et cela au profit de la raison. Alors serions-nous devenus trop rationnels, trop structurés, au point de faire les mauvais choix? Et pourtant, eh bien, il suffit de regarder autour de nous pour savoir que notre vie est semée de signes tels des GPS pour nous orienter, nous guider, des signes en guise de clin d'œil que nous recevons. Encore faut-il ouvrir les yeux, des signes, des rencontres, des événements, des circonstances imprévues, inexplicables, que notre raison n'explique pas et pourtant qui change le cours de notre vie. Alors par exemple, c'est un retard qui nous évite un accident, un désistement, le désistement d'une personne qui nous donne la possibilité d'obtenir eh bien la place que l'on convoitait. Bref, tous ces heureux hasards qui jalonnent le cours de notre vie au point de se demander, tiens, finalement, si nous sommes toujours bien les maîtres, les pilotes de notre vie, avons-nous toujours le choix? Alors ensemble, justement, aujourd'hui, on va faire le choix ensemble de l'intuition, développer notre intuition, notre intelligence intuitive pour mieux provoquer le hasard et notamment la chance. Alors pour nous aider justement à titiller cette intuition, à nos côtés aujourd'hui, Vanessa Mielzarek, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coach spécialisé dans le domaine de l'intelligence intuitive et vous êtes l'auteur alors de nombreux livres en matière sur le sujet de l'intuition, parmi lesquels ceux-ci dont nous allons parler ensemble aujourd'hui, Coacher votre intuition et provoquer le hasard. C'est aux éditions du Seuil. Et enfin également des actions pour changer votre vie, méthodes pratiques pour oser vivre pleinement et progresser chaque jour. C'est aux éditions Quintessence. Puis également à nos côtés Catherine Balance, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, animatrice en développement personnel. Vous aussi, hein, l'intuition, c'est un de vos sujets de prédilection. Et vous avez écrit également de nombreux livres sur le sujet, parmi lesquels celui-ci, Être intuitif, la petite voix de la vie. C'est aux éditions Recto Verso. Alors on va rentrer dans le vif du sujet ensemble. On va déjà s'intéresser au hasard, à cette question que l'on s'est tous posée une fois dans notre vie. Le hasard existe-t-il? Fabrice, c'est très bien, vous suivez bien. C'est la question, effectivement. Hasard, on se demande toujours, existe-t-il ou pas? Alors justement, eh ben, quand on lit vos livres respectifs, on y revient, on a le sentiment, c'est que finalement, il n'y a pas de hasard, que les personnes, les lieux, les situations sont placées sur notre chemin en fonction de nous-mêmes. C'est-à-dire que même les événements totalement anodins, pour vous, ils ne le sont qu'en apparence. Bref, que tout a un sens. Alors il va falloir nous expliquer. Vous, en tout cas, au hasard, vous n'y croyez pas. Allez, on va commencer, tiens, avec vous, Vanessa Mielzarek. Alors, le hasard, vous n'y croyez pas? Ou presque pas. Oui, pratiquement pas. En fait, comme vous l'expliquiez très très bien tout à l'heure, c'est comme si en fait nous étions placés face à des situations, des personnes qui sont en résonance avec nous. Et on peut regarder ça et voir cela en constatant que chacun d'entre nous avons des vies bien spécifiques, particulières, et ce qui m'arrive à moi n'arrive pas forcément à quelqu'un d'autre, comme s'il y avait une sorte de tricotage dans l'existence qui fait que
Ce que l'on rencontre, en fait, est une sorte de miroir de nous-mêmes ou de certaines facettes de nous-mêmes. Alors c'est vrai que là, ça nous incite à nous poser cette question. La manière dont vous en parlez, de ce tricot qui se fait si naturellement, avec une telle évidence qui s'impose à nous, ça se demandait si finalement on a toujours les cartes en main. Oui, c'est comme une sorte de grande orchestration, même si quelquefois c'est vrai qu'il peut nous arriver des épreuves dans l'existence, qui nous tombent dessus comme cela. Et c'est comme si l'intuition peut nous aider à mieux appréhender ce qui se passe en fait. Bien sûr, on n'est pas maître, enfin, je ne pense pas que nous soyons maîtres absolus des choses, comme si nous avions des cartes en main. Et à partir de cela, nous essayons le plus possible, le mieux possible, de faire les meilleurs choix. D'avoir toujours son libre arbitre, malgré tout. On va en parler justement tout au long de cette émission. Catherine Balance, alors le hasard, vous aussi, vous êtes sceptique, vous n'y croyez pas finalement. Le hasard, c'est un peu cette notion fourre-tout dans laquelle on met tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer finalement. C'est vrai que j'y crois pas vraiment. En même temps, on ne peut pas affirmer que ça n'existe pas. En même temps, il y a vraiment des petites choses de la vie quotidienne qui ont l'air d'avoir aucune importance. Par exemple, qu'un jour l'autobus soit en retard. Est-ce que ce hasard-là de retard va changer quelque chose à ma vie? Parfois, on n'a pas l'impression que ça change quelque chose. Moi, je dis toujours, un bus en retard, quand on n'aime pas qu'il soit en retard, ça nous permet d'acquérir de la patience. Donc, j'essaie toujours de trouver une utilité à toute chose, plutôt positive et constructive, bien sûr, que le contraire. Je ne dis pas que je vis ça comme ça tout le temps, mais disons que c'est ça qui m'intéresse dans toutes les petites choses qui viennent et qui semblent être du hasard ou qui semblent être de l'ordre de l'aléatoire. Maintenant, je pense que notre inconscient, ou en tout cas, il y a un être en nous, et je le mets dans l'inconscient, moi, qui, comme le disait très bien Vanessa, nous dirige plus ou moins sans qu'on en soit conscient. Qu'on essaie d'occulter parfois, d'ailleurs. Et que parfois on entend, et là c'est la voix de l'intuition, mais qu'on ne veut pas écouter, et qui va nous amener, nous diriger vers des situations, vers des personnes, parfois vers de très bonnes choses, parfois vers des conflits, mais des conflits, si on les dépasse, qui vont nous aider à avancer. Donc même l'épreuve et même le conflit est une source d'enseignement, d'enrichissement. Donc qui sait être à l'écoute. On va en parler, une question d'écoute. Alors de l'intuition, on va rentrer dans le vif du sujet, on en parle aujourd'hui, parce que cette intuition, finalement, au quotidien, dans ce monde qui est régi par la raison, on n'y prête que très rarement attention. Et pourtant, dans vos livres, on va voir pendant toute cette heure que c'est vraiment un guide de prédilection pour mieux gérer et mieux nous guider dans notre vie. Alors déjà, il va falloir nous expliquer cette notion d'intuition. Parce que là aussi, c'est comme le hasard, c'est très vague. On parle de cette petite voix intérieure qui émergerait justement, en l'occurrence, comme vous le disiez, Catherine Balance, de l'inconscient. On parle de ressenti, de pressentiment. L'intuition, concrètement, c'est quoi, Vanessa Mielzarek ? Alors, ce que je peux donner, c'est différentes facettes de ce qu'est l'intuition. Parce que la définir, ce serait la réduire vraiment à quelque chose de, trop simple. Donc l'intuition, c'est une information que l'on reçoit. C'est aussi une sorte d'évidence que l'on peut ressentir à certains moments. Et avoir une intuition, c'est comme avoir connaissance de quelque chose. Et bien souvent, c'est anticipateur. J'ai une intuition que quelque chose va se produire ou est en train de se produire dans ma vie. On l'appelle aussi sixième sens, dans l'optique où elle complète les 5 autres sens que nous avons, dont nous disposons, pour appréhender l'existence. C'est comme si ce sixième sens, c'est une sorte de fonction irrationnelle qui nous permet en fait d'avoir d'autres informations concernant, ça peut être des éléments du quotidien, des choses très simples, comme des choses un petit peu plus lourdes ou difficiles dans l'existence, qui nous aident aussi donc à donner du sens. Pour moi, l'intuition, c'est une sorte de guide, de messagère. Et quand on se pose la question de ce qu'est l'intuition, ce que j'ai trouvé d'intéressant à explorer, c'est qu'elle peut se manifester par 3 canaux différents. Quelquefois, on repère qu'on a une intuition quand on a un ressenti. Je ressens que dans une pièce, par exemple, que je ne me sens pas bien ou je suis en présence d'une personne. La première impression, instinctivement. Première impression, oui, disons, un premier ressenti. Impression, par rapport à une personne ou une pièce ou même une situation, peut me donner des indications sur le déroulement des choses ou sur ce qui peut se passer. Une autre manière que l'intuition a de se manifester à nous, c'est de nous donner une sorte de message verbal, comme une petite voix. Vous parliez de petite voix tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Ma petite voix me dit, tourne à gauche, et puis finalement, je me dis concrètement, mais je m'éloigne de mon bureau.
Et en tournant à gauche, peut-être que je vais tomber sur quelqu'un que j'avais envie de voir et de rencontrer. Et justement, je la croise à un endroit. Donc, on parle à ce moment-là d'intuition pratique, hein, lorsque c'est cette petite voix. Et puis, il y a un troisième canal, qui est le canal visuel, qui s'appuie sur le canal visuel, qui se manifestent à ce moment-là comme des sortes de petits flashs. Hein, je vois que quelque chose est juste, est en préparation. Comme une étincelle. Comme une sorte de petite lumière, hein, qui s'éclaire. Ce n'est pas pour autant qu'on va la suivre, ça on verra ça un petit peu plus tard. Mais pour moi, dans mon expérience, hein, j'ai pu explorer ces trois canaux-là et que je trouve intéressants. Et bien souvent, on a un canal privilégié. Alors c'est difficile, en fonction de nous. Parce que comment on va trier? Parce qu'on est, mais au quotidien, noyé sous un flot d'informations hein, qui nous sont transmises, même un flot d'émotions. Donc il va falloir trier toutes ces émotions et faire ressortir l'intuition. Vous dites dans votre livre d'ailleurs, Vanessa, que certaines études affirment que 60 000 pensées nous traversent l'esprit chaque jour. Alors l'intuition, parmi ces 60 000 pensées qui nous traversent chaque jour, comment on va la décoder comme une intuition, ce ressenti? Oui, oui. Alors comment on va le repérer? Voilà, c'est ce qui peut être effectivement difficile pour chacun d'entre nous, justement, de faire confiance à une information qui vient, puisque parmi toutes ces pensées qui nous traversent, laquelle peut être une intuition, c'est là où nous pouvons prendre l'habitude d'être un peu plus à l'écoute de soi, un peu plus à l'écoute de ses pensées, de la nature de ses pensées, de la qualité de ses pensées, hein, positives, négatives ou autres. Et ce que je conseille aux personnes, lorsqu'elles ont une petite information qui vient et qui ne va pas bouleverser toute leur vie, je leur conseille de suivre cette information, suivre cette intuition. Et si, effectivement, dans l'existence, les choses sont facilitées, généralement, c'est que c'est une intuition. Pour moi, ça passe par l'expérience, par la pratique, parce que vous l'évoquiez au départ, une des difficultés avec l'intuition, c'est que, dans un premier temps, on ne peut pas la prouver. Hein, puisqu'elle est anticipatrice. Si votre ami ou un collègue vous demande « Bon, tu as cette intuition, mais prouve-moi que tu as raison ». Et là, on est incapable. Enfin, pour ma part, je suis incapable de le prouver dans un premier temps. Ensuite, c'est par l'expérience, par le cheminement, où je vais pouvoir vérifier et valider l'information qui m'est venue. Donc, pour commencer, pour de petits détails de la vie quotidienne, pour commencer à prendre confiance et puis peut-être à repérer comment pour soi ça fonctionne. Hein, parce que moi, je fonctionne beaucoup au ressenti, puis d'autres personnes, ça peut être plus justement avec ces petits messages, pour être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Voilà, être à l'écoute, être dans une disponibilité d'esprit, comme disait Catherine aussi tout à l'heure, d'être dans des qualités particulières comme le non-jugement, comme l'acceptation, comme la réceptivité, l'ouverture aussi. Il nous faut une ouverture pour pouvoir dépasser notre côté rationnel qui est extrêmement inculqué en nous, extrêmement intégré à l'intérieur de nous. C'est nous ouvrir, disons, à une autre partie de notre intelligence. Et délaisser les blocages. Alors on va en parler justement de cette raison, parce qu'en l'occurrence, il y a cette bipolarité. Quand on a un choix à faire, il y a souvent la raison, on le dit, et les sentiments, la logique et l'intuition. Et souvent, quand on a justement un choix à faire, on a tendance à privilégier la raison qui est plus concrète, alors que l'intuition plus solide, alors que l'intuition, c'est vrai qu'elle nous est... Voilà, c'est concret, c'est terrien, alors que l'intuition, c'est vrai qu'elle nous semble mystérieuse, finalement. Comment vous expliquez qu'on va toujours, en général, quand elles sont contradictoires, vers la raison? Alors, je dirais pas ça, moi, personnellement, excusez-moi de... Bah, vous êtes moi, intuition, mais dans la grande majorité des cas. C'est votre fonds de commerce, c'est vrai. L'intuition, donc vous l'avez développée. Non, mais je dirais pas par principe. C'est-à-dire que si on se... Bon, c'est vrai, je l'ai développé, mais par principe, si on se dit je vais d'abord écouter la voix de ma raison, parce que dans le fond, j'ai été beaucoup éduquée, conditionnée dans ce sens-là, ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai. Ça fait plusieurs siècles depuis Descartes qu'on n'a retenu qu'une partie du raisonnement de Descartes, qui était qu'il fallait développer une idée par la logique. Mais la première partie de son raisonnement, c'était, ce qui est important, c'est d'avoir une idée claire, immédiate. Et je pense qu'il ne nommait pas l'intuition, mais il parlait d'intuition. Et effectivement, on a un conditionnement par rapport à la logique, et aujourd'hui, on le voit bien encore en société. Dans notre société, dans nos sociétés occidentales, en tout cas, on voit bien que on ne va pas démontrer un choix par un feeling intuitif, on va bien plus le démontrer par toute une sorte de raisonnement et de points, les plus, les moins, qu'on aura mis des fois par écrit pour faire un choix. Ceci étant dit, on sait très bien que beaucoup d'entre nous fonctionnent par intuition sans s'en rendre compte, donc ont déjà une première impression qui va être favorable ou non
aux choix qui se présentent à soi, et qu'ensuite on peut très bien y aller cerveau gauche à fond et faire une liste des plus, des moins et voir si ça correspond. C'est-à-dire que moi je crois qu'il est très intéressant d'utiliser les deux parties de notre cerveau et de les faire fonctionner en bonne intelligence ensemble. Moi, si je c'est vrai qu'on cloisonne souvent, alors que le juste équilibre, c'est justement de faire appel à la fois à la raison et à l'intuition. Mais oui, parce que si on était, par exemple, si on n'était que intuitif, nous serions tous ou à peu près médiums. Nous ne marcherions pas sur Terre, mais nous l'éviterions certainement un petit peu. Enfin, j'exagère, mais je veux dire, et on ne fonctionnerait que par ressenti ou que par impression, ce qui pourrait être très joli. On serait tous artistes, certainement d'ailleurs. Mais je pense que la vie telle qu'elle est, nous avons un corps qui a effectivement ses limites corporelles, fait que c'est bien d'avoir une intelligence rationnelle. Comme l'intelligence rationnelle a été beaucoup développée à l'école, et donc aujourd'hui encore dans toute la façon de fonctionner du monde, c'est dommage qu'on ait sous-exploité l'intuition que pourtant dès l'enfance on a spontanément. On a instinctivement. Oui, les enfants sont très facilement intuitifs. Les gens auxquels on est confronté. Vous voyez bien, les enfants, ils vont aller vers une personne ou ne pas y aller. Enfin, je veux dire, oui, ils savent très bien, ou un aliment, ils vont refuser un aliment, et pas toujours parce que c'est le gâteau au chocolat qu'on ne veut pas leur donner. Ils passent pas toujours pour aller juste vers le gâteau au chocolat. Je veux dire, ils vont refuser spontanément des aliments. Donc on voit bien que c'est en nous. D'ailleurs, plusieurs scientifiques l'ont localisé quelque part dans le cerveau droit, l'intuition. C'est en nous, mais pourquoi l'abandonne-t-on justement, cette intuition, au fil des années? Parce qu'on est dans ce monde de cartésien, justement? Parce que je pense que ça a joué beaucoup, effectivement. Je pense que dans les sociétés orientales, par exemple, ça ne fonctionne pas comme ça. Et dans les sociétés première, ça ne fonctionne pas non plus comme ça. C'est-à-dire, je pense que vraiment, il y a un travail d'écoute. D'ailleurs, il y a des sociétés, je ne sais plus dans quel pays, si c'était en Philippines, le matin, une des premières choses qu'on fait au petit déjeuner, c'est de se raconter les rêves de la nuit. Or, les rêves ne sont pas les messages portés par l'intuition, mais portés par l'intuition, qui reviennent à notre conscience. Donc, oui, ça a été laissé un petit peu de côté, mais c'est toujours en nous. Donc il suffit finalement d'aller réalimenter, de réactionner la pompe, quoi, finalement, et ça revient. Et on le voit bien quand on s'intéresse à ces sujets, que ce soit l'intuition, que ce soit les coïncidences, à partir du moment où simplement on porte son attention consciente sur le sujet, alors là, on a des intuitions incroyables qui arrivent, on a des signes dans notre vie qui viennent nous les confirmer, etc., etc. Alors malgré tout, quand on a un choix de vie à faire, une décision à prendre, et que la raison et l'intuition nous guident vers des chemins différents, c'est vrai que souvent on a plus envie de faire confiance à la raison. Alors dites-nous, on va faire l'éloge de l'intuition, dites-nous en quoi cette intuition va nous être utile, à quoi elle va nous servir, et est-ce que finalement elle n'est pas davantage digne de confiance, de fiabilité que notre raison? Vanessa, Miel Zarek, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que cette intuition, elle nous est mystérieuse. Comme le disait Fabrice à juste titre, elle manque de structure. Ben oui, c'est le propre de elle. Elle ne nous semble pas digne de fiabilité. Et pourtant, vous dites qu'elle nous emmène toujours vers les bonnes décisions. Alors, oui. Quand effectivement nous la validons, nous l'écoutons. Alors, l'éloge de l'intuition, à quoi, voilà, c'est difficile. À quoi elle va nous servir, cette intuition? Comment elle va nous guider vers des choses positives, vers les bons choix de vie? C'est sa nature, en fait. J'ai l'impression que c'est une capacité intérieure, comme disait Catherine tout à l'heure, liée à l'hémisphère droit du cerveau. Et c'est aussi en lien avec notre profondeur. C'est comme si... moi, j'ai le sentiment que l'intuition nous met en contact avec un savoir que l'on a vraiment au plus profond de soi. Ça nous met en résonance. Voilà. C'est un concept en ce moment. Et même, j'irai plus loin, même au savoir à l'extérieur de soi, c'est-à-dire l'inconscient collectif, comme si on allait épuiser des informations. Alors, on se met en connexion avec quelque chose qui est vraiment au plus profond de nous et au plus profond de notre cœur. Voilà. Qui nous est inconnu, un peu, enfin qui nous est... inconnu lorsqu'on est dans une conscience ordinaire. Comme ça, quand nous sommes dans... Si on fait la liste de toutes les choses que l'on sait, ça ne rentre pas dedans. Voilà, c'est comme si il y a différentes strates à l'intérieur de nous de connaissance de soi, et c'est pour cela que le travail intérieur et personnel nous aide en fait à revenir à soi, à mieux nous connaître. Et j'ai le sentiment qu'au plus profond de soi, nous avons une sorte de sagesse, une sorte d'intelligence qui nous est propre et dans laquelle il y a ce savoir qui nous est nécessaire pour cheminer dans l'existence.
pour notamment faire les meilleurs choix. Et pour moi, je vois l'intuition comme une sorte de passerelle entre mon conscient, mon identité, et justement ce savoir intérieur et profond. Autrefois, quand je consultais en séance individuelle en tant que thérapeute, c'était une question qui m'était beaucoup posée. Comment contacter justement ce savoir intérieur. Et donc c'est quelque chose qui m'a préoccupée et qui m'a beaucoup occupé l'esprit pendant des années, justement pour pouvoir créer cette passerelle, s'y fier et surtout en faire l'expérience dans la vie quotidienne. Et donc c'est vrai que lorsqu'on a un choix très important à prendre, il peut y avoir un risque. Effectivement. On peut avoir des mauvaises intuitions ou pour moi, non. Pour moi, où il y a de l'intuition ou ce n'est pas de l'intuition. Pour moi, elle est toujours juste. Il n'y a pas de mauvaise intuition pour vous, Catherine? Non, c'est pas de l'intuition si c'est mauvais. Enfin, moi, c'est comme si l'information n'est pas l'information juste, pour moi, ce n'est pas de l'intuition. Oui. Je suis d'accord avec j'ai du mal à comprendre. Non, mais attendez, on a tellement d'émotions, de ressentis. Le problème, c'est qu'on va maintenant, après l'émission, on va donner un sens à tous nos ressentis, alors que ce ne sera pas notre intuition. Alors, comment bien la décoder, cette intuition? Comment savoir que le ressenti qu'on a, c'est une intuition et pas une émotion parmi tant d'autres? C'est ça, il faut déjà décoder pour pouvoir s'y fier. Oui, tout à fait. Et on va revenir, parce que c'est vrai que moi, j'ai du mal encore, là, à vraiment pouvoir décoder une intuition d'un ressenti quelconque. Oui, tout à fait. C'est pour ça que... Alors, comment on peut décoder? C'est aussi l'objet de nos livres. C'est pour ça qu'on a écrit et qu'on a passé des années à écrire des livres sur le sujet, pour donner des outils, pour donner des... Alors, les outils, par exemple. Des indications. Voilà. Vous avez plein de, comme nous, des ressentis au quotidien, toutes les deux. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'à cet instant précis, ça n'est pas un ressenti parmi tant d'autres, mais que c'est une intuition? Vanessa, allez. C'est par l'expérience. Par l'expérience, comme je vous disais tout à l'heure. Et quand on n'a pas l'expérience comme nous, comment on fait? On commence au jour d'aujourd'hui. Par exemple, on peut se dire, bien, à partir d'aujourd'hui, je vais valider ou expérimenter mes ressentis. D'accord. Donc, quand il y a un petit ressenti, comme je vous disais, qui ne va pas bouleverser la vie de quelqu'un, enfin de sa propre vie, en fait, de le valider, de le suivre, ce ressenti-là. Et le résultat, s'il est positif, enfin s'il est bénéfique pour soi, va nous indiquer qu'effectivement, là, c'était un peu comme un sonar qui nous a dit « Oui, ben là, tu as eu raison ». En fait, c'est comme, on parlait de muscles tout à l'heure, c'est comme une sorte de gymnastique intérieure, puisqu'avec ma raison, je ne peux pas savoir que c'est une intuition. C'est hors de son champ de conscience. Donc, c'est passé par la validation petit à petit, jour après jour. C'est pour cela que donc, nous écrivons des livres avec des concepts, mais aussi des exercices à pratiquer, avec une attention à avoir par rapport à soi-même. Et donc, par rapport au ressenti, c'est validé au fur et à mesure pour des petites choses. C'est comme les rêves. Si c'est une petite voix, c'est pareil. Si c'est tourne à droite, je vais le faire, et puis s'il ne se passe rien, je vais me dire, bon, c'était une idée mentale qui m'a dit de tourner à droite, et puis c'est tout. Ça va me permettre de trouver mes propres références et mes propres critères intérieurs. Catherine, Balance, comment vous allez décrypter une intuition parmi le flot de ressentis qui nous assaillent au quotidien? Alors, c'était tout l'objet de ce livre, qui était mon premier sur l'intuition. C'était moi-même de me dire comment je la repère, mon intuition. Et la façon de fonctionner que j'ai trouvée est très proche de celle dont vient de parler Vanessa. Je propose pendant 2 à 3 mois... Alors, bien sûr, si on vient aux ateliers, c'est vrai qu'en une journée ou 2 ou 3 d'atelier, on peut déjà donner des outils très, très pratiques. Mais si on lit le livre et donc on travaille tout seul, ça peut prendre 2 à 3 mois. Je propose en tout cas de passer au moins 2 à 3 mois d'observation. Et l'observation, je demande, c'est un peu scolaire, mais je trouve que ça a vraiment son intérêt. Je demande aux personnes qui me posent la question, en tout cas, de prendre un petit carnet, de le garder sur soi et de noter. J'ai eu une information ce matin, il me semble que c'est de l'intuition. Je note l'information, je note la date. Je note le ressenti que j'ai eu, parce que parfois on a des informations sans ressenti. Et d'ailleurs, à ce moment-là, elles viennent souvent de l'intuition. Je note si j'ai eu un creux au ventre, je note si je sens un truc pas bien, etc. Je note. Et puis après, je vais noter ce que j'en fais. Est-ce que je suis l'information qui m'est donnée ou est-ce que je ne la suis pas? Est-ce que je tourne à droite, comme disait Vanessa, ou est-ce que je reste sur mon chemin? Je le note. Et ensuite, alors des fois, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines avant d'avoir la réponse. Je note le résultat. Et je fais ça pendant 2-3 mois. Et je regarde à la fin des 2-3 mois, je fais les statistiques. Est-ce que 7 ou 8 fois sur 10, la petite voix que j'ai entendue au début ou le message que j'ai reçu au début, c'était celui-là qu'il fallait suivre? Que je l'ai suivi ou non? Mais est-ce que c'était celui-là qui aurait été le bon?
Et si j'en ai 7 ou 8 fois sur 10, d'une part, vous allez prendre confiance en vous pour croire à vos intuitions. Et deuxièmement, vous allez repérer de quelle manière l'intuition se manifeste en vous. Est-ce que c'est plutôt par image? Est-ce que c'est plutôt par la petite voix intérieure? Est-ce que c'est plutôt par un ressenti physique ou émotionnel? Et là, vous allez commencer à entrer dans une connaissance de vous qui, jusqu'à présent, vous n'aviez pas été à ce point en observation de vous-même, mais c'est passionnant parce qu'à partir de ce moment-là, moi je peux vous dire, les 3/4 du temps, je ne vais pas me vanter du tout, je ressens, quand c'est une intuition forte sur des grands sujets de vie, je ressens intérieurement une joie, une facilité, une paix intérieure qui font que je fonce maintenant. Et quand j'hésite, je note une possibilité et puis je fais marcher mon cerveau gauche et je fais les plus, les moins. Et puis j'ai un autre exercice aussi qui est amusant à faire, dont on aura peut-être le temps de parler, qui est de mettre les options dans des petits bouts de papier fermés et les ressentir les unes après les autres pour voir vers quoi on va inconsciemment sans savoir le contenu. Alors, on a justement vu un petit peu tous les contours de l'intuition. Et vous, justement, quand vous avez un choix de vie à faire, une décision à prendre, il y a la raison, les sentiments, la logique et l'intuition. Faites-vous confiance à votre intuition? Eh bien, reportage, vos réponses en images, reportage Anne-Fleur Gaspard. Le premier sentiment qu'on a face à une situation, à une personne. C'est simplement le fait d'anticiper une situation et d'être capable de discerner quelque chose qui va se passer dans un avenir proche. C'est un pressentiment qu'on a. C'est un plus que quelqu'un a à la naissance. Oui, je pense que les femmes ont un petit peu plus d'intuition, en ce qui concerne un contexte ou en tous les cas les relations humaines. On dit qu'elles sont intuitives, moi je crois qu'elles sont plutôt pessimistes et qu'elles voient les choses de façon très pragmatique, ce qui fait qu'elles ont souvent raison. On appelle ça de l'intuition, moi je ne crois pas que ça en est. C'est pas un cliché par hasard, c'est vrai. Les hommes sont plus réfléchis, ils écoutent plus leurs raisons, alors que les femmes, elles ont tendance à avoir plus l'intuition. Les hommes, certainement, sont plus rationnels que les femmes, c'est certain. Quelque part, ils se complètent. Parce que les femmes sont parfois trop instinctives et les hommes trop raisonnables parfois. Quand j'ai une petite voix qui me dit de ne pas faire, j'ai tendance à l'écouter. Ouais. Bien qu'étant de formation tout à fait intellectuelle et scientifique, il m'arrive d'être intuitif. Plutôt à la raison, parce qu'il faut, je pense, réfléchir avant d'agir, quoi. Quand on a une décision à prendre, on ne peut pas trop se fier à ses intuitions parce que des fois, elles peuvent nous tromper aussi. Et disons qu'il y a une part d'intuition qui est de l'ordre de 20%, 20 ou 25%. Le reste, c'est effectivement beaucoup plus rationnel. J'essaye de me raisonner, mais généralement, mon premier instinct est toujours le bon. Voilà. Et toutes les fois où j'essaye d'utiliser la raison, généralement, ça me porte préjudice. Donc voilà, et systématiquement, je me dis j'aurais dû écouter mon instinct. Alors, l'intuition peut-elle nous tromper? Vous, non. Hein. On va toujours, l'intuition, elle nous facilite toujours avec évidence toutes les choses qui viennent à nous. Catherine, balance. Non, les choses qui peuvent nous tromper, c'est vraiment des pensées automatiques et conditionnées qui viennent de tout un tas d'expériences vécues depuis certainement le ventre de sa mère. Et, les blocages, il y a des blocages et il y a des conditionnements sociaux et puis familiaux. C'est-à-dire, je crois que les hommes n'ont pas d'intuition par rapport aux femmes, par exemple. C'est une idée qui est dans l'entendement collectif. Et on peut avoir adopté cette croyance. Alors que c'est faux, en l'occurrence. Si elle a été localisée par des chercheurs, dont un a été nobelisé en plus dans le cerveau droit, on peut quand même dire, OK, elle est quelque part, et on a tous, sauf si on a une lobotomie quelque part, on a tous un endroit où est notre intuition. Donc on a tous... Voilà, on a tous de l'intuition. D'ailleurs, les hommes, moi, ça me fait sourire, parce que cette question, évidemment, elle est posée très souvent. C'est que les hommes sont très intuitifs. Ils ne vont pas forcément l'exprimer comme nous. Nous, on va plutôt dire, je ressens ça, je le sens bien. Un homme va plutôt dire, encore moins aujourd'hui, mais va plutôt dire, je le sais. Il va dire, c'est une analyse instantanée de 3 secondes, un quart ou de un quart de seconde. Mais il ne va pas dire c'est de l'intuition, alors que nous, on ne va pas avoir peur de dire ça. On ne va pas avoir l'impression qu'on est ridicule si on dit qu'on a eu l'intuition d'eux. Parce qu'on a tous le sentiment, cette intuition qu'on a du mal à capter, dont on a du mal à définir les contours. On a le sentiment que c'est un pouvoir surnaturel, un don que l'on a en nous. Puis finalement, on est tous dotés d'une faculté intuitive, Vanessa.
Miel Zarek, c'est-à-dire tous en nous, il suffit juste de faire travailler ce muscle dont vous parliez, d'être à l'écoute, mais on est tous dotés de cette faculté intuitive. Tout à fait, tout à fait. Justement, on a l'impression qu'elle est magique et très mystérieuse parce que j'ai l'impression qu'on ne la connaît pas assez, on ne l'a pas assez apprivoisée. Mais dès que nous nous l'approprions, en fait, elle devient, c'est pour ça que mon premier livre s'appelle L'intelligence intuitive, donc elle devient une partie intégrante de notre capacité de fonctionnement en fait, cérébral et pour fonctionner dans l'existence. Alors on va faire une petite pause publicitaire et on va revenir dans quelques instants sur le sujet de l'intuition. Vivez l'expérience. Flunch, le plaisir intensément. De retour sur le plateau du bien-être, aujourd'hui ensemble nous parlons de cette intuition, de cette petite voix intérieure qui nous guide au quotidien et à laquelle nous prêtons trop peu d'importance et pourtant elle est un guide essentiel de notre quotidien. Alors, on parlait justement de ce monde cartésien guidé par la raison. Est-ce qu'aujourd'hui, pour suivre son intuition, il faut avoir une bonne dose de courage? Vanessa, Miel Zarek. C'est vrai, c'est ce que j'ai écrit à un moment donné donc, dans mon livre, dans le sens où, comme nous le disions tout à l'heure, comme nous n'avons aucune preuve dans un premier temps, c'est comme si elle nous demandait de trouver vraiment notre confiance à l'intérieur de nous. En fait, c'est confiance en l'intuition, bien sûr, mais c'est surtout confiance et sécurité à l'intérieur de nous pour sentir que nous faisons effectivement le bon choix à un moment donné dans notre vie. Il faut avoir confiance en soi. Aussi. Voilà, confiance en soi. Et c'est vrai que ça nous aide aussi, moi ce que j'ai remarqué, en suivant mon intuition, c'est comme si ça m'a permis de progresser et ça m'a permis aussi de me lancer des défis, en fait, comme si j'étais moins soumise à l'existence, à ce qui m'arrivait d'une façon ordinaire, si vous voulez, et qu'avec l'intuition, j'ai pris des risques dans ma vie, j'ai osé faire des choses. Est-ce que vous pouvez nous donner un cas concret d'un moment de votre vie où vous avez eu alors ce petit flash ou cette petite voix intérieure, cette étincelle, parce que alors c'est difficile aussi à la capter cette intuition parce qu'elle est très furtive. Donnez-nous un cas concret justement de cette étincelle qui est venue à vous, vous l'avez suivie et finalement avec le recul, parce que l'intuition est anticipatrice, vous vous êtes aperçu qu'elle vous avait été largement favorable et que vous aviez bien fait finalement d'être à l'écoute. Un cas concret. Ou Catherine, vous peut-être, si vous avez... Il faut des cas concrets pour nous convaincre de quelque chose qui n'est pas concret. Voilà, c'est bien, ça Fabrice, très bien. J'ai un cas qui peut marcher aussi dans le sens de l'intuition qui parfois nous fait faire un tel changement de vie qu'on peut en être inquiété par la raison. Donc si j'en ai un qui n'arrive pas heureusement tous les jours, mais un qui est important, il y a maintenant beaucoup d'années, j'étais au Québec et j'étais là en touriste et ça faisait 3, 6, 9 mois que je faisais prolonger mon permis de séjour. Et puis, je suis arrivée jusqu'à mon retour d'avion, jusqu'au maximum de mon retour d'avion. Et la veille de ce retour d'avion, j'ai senti que je pouvais rester, que je n'avais pas à m'inquiéter, que je me débrouillerais à travailler, que je me débrouillerais à trouver une façon d'être régulière dans ce papier, d'avoir des papiers, enfin en tout cas d'être immigrante reçue, en règle, voilà, de trouver une façon de rester dans ce pays.
sans aucune base, je veux dire, sans avoir développé auparavant des contacts professionnels ou quoi que ce soit? Non, j'avais des amis, par contre, j'avais pas mal d'amis. Et j'ai pris la décision, me proposer de passer l'été dans un endroit très agréable. Irraisonné, donc on pourrait dire une décision qu'on pourrait qualifier de irraisonnée, vraiment au sens qui ne s'appuyait pas sur la raison. Voilà, ma maman n'a pas forcément trouvé ça raisonnable, par exemple, sur le moment quand j'ai pris cette décision. Donc j'ai pris cette décision. Alors c'est vrai que dès que je l'ai eu prise, quelqu'un m'a dit, ne t'inquiète pas, pendant un certain temps, on m'a prêté des sous. Enfin, vraiment, c'était très facile que j'ai rendu, bien sûr. Tout a été très facicile. Ça a été très facile. Souvent, quand on parle de l'intuition, tout est facilité par l'intuition, quand justement c'est une bonne intuition et que ce n'est pas un ressenti parmi tant d'autres. Et bon, et puis, enfin, il s'est passé tout un tas de choses. J'ai rencontré un Québécois aussi. Tout ça dans les semaines qui ont suivi ma décision. Nous nous sommes mariés au bout de très peu de temps, évidemment pour que je. Ça a changé, ah oui, c'est. Voilà, ça a changé beaucoup ma vie. Je suis restée 10 ans au Québec. Alors que si vous étiez repartie, si vous n'aviez pas suivi. J'aurais vécu autre chose, mais j'aurais pas vécu ça. Et cette expérience-là de 10 ans au Québec, moi, je sais qu'elle a métamorphosé ma vie. J'étais une toute jeune fille quand je suis arrivée là. J'ai passé 10 ans de ma vie de jeune fille à ma vie de femme qui ont été marquées par la vie nord-américaine, par cet accueil québécois, cette communication. Enfin, je sais ce que ça m'a apporté au point de vue humain, mais si j'étais rentrée en France, j'aurais vécu d'autres choses. Disons que là, ça a été un sentiment très puissant. J'ai senti un appel. J'étais tombée amoureuse de ce pays. C'est vrai, ça aide. Mais ce n'était pas raisonnable. J'avais plus d'argent. J'avais été au bout de ce que je pouvais faire avec les petites économies qui m'avaient fait faire ce voyage. Alors, je savais que j'avais des parents qui m'auraient aidée. De toute façon, je n'étais pas inquiète au fond, mais quand même, ils ne m'auraient pas fait vivre pendant des mois et des mois non plus. On a le sentiment que l'intuition facilite toujours ce que nous entreprenons. Comme une évidence. Là encore, on y revient finalement. Est-ce que vous avez un cas concret, vous aussi, Vanessa Miel-Zarek, une intuition qui a guidé, qui a même changé le cours de votre vie, comme ça a été le cas pour vous, Catherine Balance? Et à l'époque, je ne savais pas du tout que c'était une intuition. Je veux dire, Oui, mais c'est ça, c'est toujours... C'est après que vous avez appris à la décrypter. Après, j'ai compris que j'avais fonctionné intuitivement pour le Québec. Souvent, c'est après coup, on peut se rendre compte qu'on a une intuition. Et quand on ne l'a pas suivie, justement, on se rend compte qu'on avait eu une intuition. Pour moi, elle est intégrée, disons, dans mon quotidien. Donc, j'ai des petites intuitions et j'ai eu aussi des grandes intuitions. Pour l'écriture de mes livres, justement, ça a été aussi à la suite d'une intuition que ma vie allait prendre ce virage de l'écriture, parce que je n'étais pas prédisposée initialement à cela. Et c'est en ce sens où je disais tout à l'heure aussi, ça peut permettre de nous dépasser, de relever des défis et d'aller vers cet aboutissement-là. Et quand j'ai écrit mon premier livre, donc j'ai eu l'inspiration en fait du contenu et j'ai su qu'il allait être publié. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, se manifeste ce qu'on appelle les synchronicités ou ces fameuses coïncidences porteuses de sens. C'est-à-dire que les choses viennent à nous au bon moment. On rencontre la bonne personne au bon moment, la bonne situation au bon moment. Le contexte favorable. Voilà, c'est comme si là, on peut retrouver ce dont on parlait au début, ce tricotage de l'existence, où tout est plus ou moins lié. Et c'est comme si, en fait, en étant associé ou aligné à ce que je devais faire, puisque c'était pour moi comme une évidence, cette écriture, et sans aucun doute ou peur, hein, je ne craignais pas qu'il ne soit pas publié. Hein, ça avait été vraiment une dynamique, c'est aussi pour moi une dynamique très très forte. Une fluidité. Voilà, c'est ça. Tout à fait. En amour aussi, lorsque j'ai rencontré mon époux actuel, la première fois que je l'ai vu, bon, bien sûr, hein, j'ai eu comme un coup au cœur et j'ai su que ce serait l'amour de ma vie. Donc, et les choses se sont... Elle a été bonne. Absolument. Voilà. Absolument. Ça s'est concrétisé. Voilà, ça s'est concrétisé. Il vous regarde donc. Oui, je sais. Est-ce que vous allez, vous, jusqu'à solliciter votre intuition? C'est-à-dire qu'on a dit que c'était un flash qui vous venait spontanément à nous. Quand on a travaillé cette intuition, est-ce que vous allez jusqu'à la solliciter, c'est-à-dire à poser des questions à un moment donné où vous avez besoin d'être peut-être aidé dans un choix de vie? Est-ce que vous allez la solliciter? On pose une question et on va avoir un événement qui va justement se produire en guise de réponse. Catherine Balance. Je passe mon temps à faire ça. Ah. Alors l'émission, comment vous la ressentiez, l'intuition? L'émission? Oui. Vous voulez dire avant de venir? Oui. Je la connaissais puisque vous m'avez invitée il n'y a pas très longtemps et je sentais tout très bien. Je savais que j'allais rencontrer vraiment Vanessa aussi pour la première fois, donc je connais un petit peu son travail
Parallèle au vôtre, finalement. Oui, voilà. très proche du mien. Je crois qu'on a des méthodes peut-être légèrement différentes sur les quelques exercices, mais je sais, pour avoir feuilleté ces livres, que nous sommes très proches. Non, alors, comment vous stimulez, sollicitez je sentais votre ça très bien. intuition. L'émission n'était pas un sujet de choix ou de décision. C'était l'anecdote, Mais sinon, comment vous allez alors stimuler votre intuition? J'étais presque sûre que je serais assise à côté de Fabrice. Ah bon? Mais je ne savais pas si c'était une... Vous l'espériez tellement intensément. Et que nous serions habillés en bleu. Alors, comment... Une fois qu'on a décodé, voilà. Pardon, je la sollicite, c'est-à-dire, c'est un des premières choses d'ailleurs que j'ai proposé au départ, c'est de demander, de ne pas hésiter à demander. Alors, demander, c'est pour chacun très personnel, c'est-à-dire moi je demande dans ma tête, ou des fois je demande tout haut chez moi, quand je suis seule évidemment, et je demande de l'aide, ou je demande... Alors des fois, je ne dis pas vraiment « mon intuition, aide-moi », mais je demande « qu'est-ce que je fais là ?» en sachant que je m'adresse consciemment à cette sagesse intérieure qui peut me donner la réponse. Donc on se met dans un état justement de prédisposition. Est-ce qu'on a quand même un lâcher-prise? Non, c'est comme ça, spontanément. Non, en fait, moi, j'ai vraiment développé des outils, parce que ce n'est pas vraiment des techniques, mais des outils pour que ça soit utile au quotidien, à tout moment de la vie, même quand on n'a pas le temps de faire de la relaxation. C'est vrai que si on est en état de relaxation, on a beaucoup plus d'images qui viennent, on a beaucoup plus d'informations qui arrivent, on est moins pollué par nos questionnements et toutes les pensées qu'on peut avoir d'autres qui viennent du mental. Moi, j'essaie ce que je développe, c'est vraiment, je m'en sers au quotidien. J'ai besoin de prendre une décision tout de suite. Mon patron me demande de prendre ce dossier. Je dis oui, je dis non. J'essaie tout de suite de sentir quelle est la première réponse qui vient spontanément. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, aujourd'hui, c'est un petit peu moins formalisé comme ça, mais ça m'a beaucoup aidé de me dire, je me pose la question. Le fait de me dire... de m'adresser à moi comme une personne qui sait à l'intérieur, de m'adresser à cette personne qui est moi, de m'adresser, voilà, et de dire voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ressens, quelle est la meilleure solution pour moi. Et il y a un certain nombre de cas où c'est très très clair, et il y a des cas où c'est plus compliqué. Et j'ai noté que dans les cas de vie, dans les choses très importantes, souvent, pour moi en tout cas, l'intuition est très forte et très sûre d'elle-même, si je peux dire. Et dans des cas parfois... Comme aujourd'hui, je viens en taxi ou j'essaie le tram. Est-ce qu'il va y avoir des trams? Est-ce qu'il va y avoir... là, comme je sais tout ce que comporte une journée de grève, je vais commencer à réfléchir. Et j'ai quand même suivi ce qui a été ma deuxième... Enfin, ce qui a été... oui, parce que j'avais d'abord dit taxi. J'ai ensuite suivi. Mais c'était pas une question de vie fondamentale. Il s'agissait bien sûr d'arriver à l'heure, mais ce n'était pas une question de vie fondamentale. Je savais... intérieurement que quoi qu'il arrive, je trouverai la solution pour arriver ici à l'heure. C'est incroyable, c'est que cette intuition... Mais pour ce genre de petites choses, enfin de petites choses, c'est important d'être à l'heure, mais je veux dire savoir quel moyen de s'y rendre, j'avais plus de questionnements du mental qui venaient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème, c'est que l'intuition est tellement furtive que parfois elle peut être bloquée par justement ces interventions mentales. Parce que je connaissais le contexte de la circulation à Paris aujourd'hui. Je n'aurais pas connu le contexte, je ne me serais jamais posé toutes ces questions. Vous voyez ce que je veux dire? Vanessa, l'intuition est là. Le problème, c'est que pour qu'elle monte et qu'elle nous guide favorablement dans nos choix, le problème, c'est qu'elle est aussi parfois, vous le disiez, polluée par des blocages et par la raison. Alors comment la faire parvenir jusqu'à nous sans qu'elle soit dénaturée par ces blocages et par ces raisonnements parfois beaucoup plus concrets? Oui, je ne peux pas vous répondre juste comme cela en une phrase. Pour moi, donc là, il s'agit de faire un travail intérieur. Travail personnel, donc ça peut être avec nos ouvrages, ça peut être en suivant des séminaires, des différents travaux au sujet de l'intuition. C'est surtout pour pouvoir justement mieux se connaître soi, mieux connaître son émotionnel, parce que quelquefois, il peut me venir par exemple une information que je pense être une intuition, et c'est l'expression d'une peur. Oui. Et à ce moment-là, donc, ça ne va rien me donner de très concret et positif dans l'existence. Donc il s'agit, comme disait Catherine tout à l'heure aussi, de revenir vers soi, poser des questions. Et pour moi, c'est vraiment comme une réappropriation en fait de qui nous sommes, une meilleure connaissance de soi. À partir du moment où je connais mieux mon émotionnel, ce qui me trouble, ce qui me fait peur, ce qui m'inquiète, je peux les mettre de côté, m'en dissocier le temps
d'explorer, par exemple, une information qui me vient. Si, par exemple, je suis un peu rationnelle ou il y a certaines idées mentales qui me viennent, là aussi, je peux trier en étant à l'écoute de mes croyances, de ce qui m'habite ordinairement. Oui, il y a un vrai travail personnel à faire pour connaître ses peurs, ses blocages, pour justement savoir qu'à cet instant-là, elle va empêcher... Identifier l'information juste. Enfin, juste pour soi, hein, parce qu'il n'y a pas de vérité ou de grande justesse, mais au travers tout ce brouhaha de l'esprit, de l'émotionnel et des petites voix, des différentes petites voix que l'on entend, en fait, c'est entrer en résonance et à l'écoute de ce qui est juste pour nous et qui va nous guider au quotidien. Donc c'est vrai que c'est un travail intérieur qui n'est pas laborieux, qui est déjà d'émettre l'intention de voir se manifester l'intuition, c'est déjà un grand pas. Parce que c'est ouvrir une porte à l'intérieur de soi pour se dire, eh bien, si je fonctionnais un peu différemment, hein, j'ai mon rationnel, ok, je peux compter sur lui pour différentes choses, et si je faisais confiance aussi à mon intuition qui peut m'aider et faciliter certaines circonstances de mon existence. Donc là, c'est aussi comme une sorte d'engagement vis-à-vis de soi, de retrouvailles avec soi, de reprendre aussi, j'ai l'impression de reprendre un certain pouvoir ou puissance par rapport à sa vie. Parce qu'on est tellement sollicité par l'extérieur que finalement, comme on disait tout à l'heure, moi je suis dans cette conscience-là aussi que finalement, mon savoir, je le sais, mais j'ai besoin de descendre les différentes strates pour y accéder. Et en faisant ce cheminement, en faisant ces sortes de passerelles avec mon intériorité, c'est comme si, en fait, à ce moment-là, eh bien, je deviens davantage maîtresse, entre guillemets, de mon existence et beaucoup de choses sont facilitées. Mais a-t-on toujours le choix? A-t-on toujours notre libre arbitre? Parce que parfois on a le sentiment que les choses nous échappent et que tout est tellement bien tricoté, on se dit mais tout est déjà finalement écrit. Est-ce qu'on a toujours les clés de notre destinée? Catherine Balance. Ben, moi j'ai envie de croire que oui, parce que je veux bien imaginer que quelque part il y a une forme de programmation inconsciente, un genre d'idée de chemin de vie qu'on aurait en naissant. On aurait déjà ça plus ou moins inscrit intérieurement dans une forme de mémoire, cellulaire ou autre, avec des grandes lignes. Par exemple, imaginez-vous allant à une université, en choisissant un certain nombre d'options et vous dire j'ai peut-être un certain nombre d'options que je veux étudier dans cette vie. Je ne sais pas. Je veux bien imaginer que ça, c'est possible. Par contre, je n'arrive pas à imaginer que je perds mon libre arbitre à un moment ou à un autre et je veux plutôt croire que donc mon être intérieur, mon inconscient va m'amener vers des situations qui vont me permettre d'apprendre encore mieux les leçons ou les options d'université que j'ai choisies. Alors quand les choses ne vont pas dans notre sens, il y a tellement de questions, je vois le temps. Quand les choses ne vont pas dans notre sens, dans ce que nous choisissons de notre vie, est-ce que c'est qu'autre chose nous attend autre part? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas été suffisamment à l'écoute de notre intuition? Quand les choses ne vont pas dans le sens, voilà, que la roue tourne dans l'autre sens, alors que nous, on veut que ça aille à droite, elle va à gauche. Mais c'est intéressant de regarder pourquoi on veut absolument qu'elles aillent dans un certain sens. Parfois, c'est bien de se laisser aller dans le courant de ce qui arrive. Bien sûr, on peut ne pas avoir fait le bon choix intuitif, on s'en rendra compte très vite, normalement, si on n'a pas fait vraiment le bon choix. Et on peut certainement, à tout moment, de toute façon, quitter un choix pour un autre. On peut décider de s'engager dans une voie, que ce soit amoureuse ou professionnelle, et puis décider aussi qu'on l'arrête. Si vraiment elle est trop souffrante ou trop difficile, on peut l'arrêter et passer à autre chose. Et moi, comme je vois dans toute souffrance et dans toute épreuve une possibilité vraiment d'apprendre les leçons de la vie encore plus vite, même si c'est parfois difficile, je le vois plus comme une expérience de plus à vivre et à accepter comme telle, avant de se dire qu'on s'est trompé sur son intuition ou de se faire quelques types de reproches personnels ou d'être en contre. C'est pas un échec, c'est une expérience. Voilà, je veux voir ça comme des expériences, quelle que soit la difficulté de certaines expériences. Des répétitions avant la grande générale, comme on dit. Hein, voilà, je trouve pas mal. Des leçons de vie. Oui, non, c'est ça. La vie est un théâtre, puis on a des répétitions, il y a des échecs. Parfois, voilà, il faut un souffleur. Enfin, non, mais c'est vrai que c'est passionnant. Alors, voilà, on a fait beaucoup de théories dans vos livres, beaucoup de pratiques. Je rappelle les titres de vos livres. Être intuitif, la petite voix de la vie, aux éditions Recto Verso. Hein, vous l'avez compris, tout ça, ça se
travail. Coacher votre intuition et provoquer le hasard, c'est aux éditions du Seuil. Des actions pour changer votre vie, c'est aux éditions Quintessence. Et enfin, vous êtes également écrivain, romancière. Votre tout dernier roman, Vanessa Mielzarek, Le voyage de Léa, aux éditions Jean-Claude Gozewicz. Gozewicz, éditeur. Là aussi, il y a un peu d'intuition dans le roman? Oui, beaucoup. Ah bon, eh bien, beaucoup de messages. Beaucoup de messages, bon, à décoder, à détecter. Fabrice, des messages à nous faire passer aujourd'hui? J'ai pas de message à vous faire passer, j'avais envie de vous raconter une belle histoire personnelle, on va dire. C'est une histoire qui se passe en 1927. Et je vais vous parler de mon grand-père et de ma grand-mère, comment ils se sont... Vous n'êtes pas en psychanalyste, Fabrice, c'est ce qui vous arrive aujourd'hui? Justement, on a parlé qu'il fallait apprendre à aller au fond de soi-même. Je pense que s'il y a quelque chose qui apprend à aller au fond de soi-même, c'est la psychanalyse. Donc moi, je vais juste vous faire partager une belle histoire. Alors, mon grand-père était un homme timide, on pourrait dire un peu, on va dire un homme romantique, mais il n'était pas du genre coureur, c'était pas son genre, et il était tombé amoureux de sa voisine, celle qui allait devenir ma grand-mère, mais à l'époque, on ne le savait pas encore. Avant qu'elle devint ma grand-mère, il fallait bien que les choses se passent selon les règles, et c'était pas chose aisée pour l'homme qu'il était, homme qui n'avait pas beaucoup de facilité pour s'exprimer et aller dire aux jeunes filles qu'il les aimait. Pour libérer ses émotions. Voilà. Alors aussi, il a choisi un mode discret mais assuré pour que ma grand-mère succombe à son charme. D'abord, il lui a fait livrer un petit pot avec des pensées. Voilà. Et alors là, il n'y a pas besoin de connaître le langage des fleurs pour savoir que lorsqu'on livre une pensée, ça veut dire que l'on pense à quelqu'un. Hein, voilà. Après, dans la même journée... Parce qu'aujourd'hui, vous nous faites un décodage du langage des fleurs, Fabrice. Oui, hein, voilà. Mais je voulais y arriver doucement. Je ne voulais pas dire les choses comme ça. Je voulais y arriver doucement. Mais... Oh, excuse-moi, Fabrice. Excusez-moi, Fabrice. Alors après, il lui a fait livrer un joli bouquet de fraisias blancs qui veut dire très très clairement « J'admire votre grâce ». Alors, ma grand-mère était contente de savoir qu'il y avait quelqu'un tout près de chez elle qui pensait à elle et qui admirait sa grâce. Et alors, après... Il sait y faire, le grand-père. Hein. Je ne sais pas si c'est génétique, Fabrice, j'espère que vous avez pris ça de lui. Hein. Et alors, après, il a fait livrer à celle qui allait devenir ma grand-mère ce beau bouquet de mimosas jaunes avec un petit mot, juste signé « R, votre voisin ». Et mimosa, ça veut dire « personne ne sait que je pense à vous », donc c'est une histoire qui est encore toute naissante. Et donc, ma grand-mère a vite découvert parmi tous les R qui habitaient autour de chez elle, mais c'était à la campagne dans les années 20, il n'y avait pas trop de monde, qui était donc ce fameux R. Mais elle a écouté les conseils de ses sœurs expertes en galanterie et elle fit semblant de ne point faire état de cette déclaration, un peu comme on apprenait qu'il ne fallait pas immédiatement dire oui aux jeunes gens qui se présentaient. Alors, quelques jours après, elle reçut... Il faut voir s'il y a de la persévérance. Voilà, puis il ne faut pas se jeter dans les bras du premier venu. Il faut un peu de retenue. Alors, elle reçut ce joli bouquet de renoncules rouges. Ce qui veut dire, donc, dans le langage des fleurs, puisque vous avez compris que c'est du langage des fleurs qu'il s'agit, vous méconnaissez mon amour. Alors là, bon... Effectivement, mon grand-père était fort triste. Après cette pré-déclaration, il voyait toujours cette belle jeune fille dont il était amoureux. Elle ne bougeait pas beaucoup, donc il lui envoyait ça un peu pour dire « Oh, je suis là ». Vous méconnaissez mon amour, c'est pas très très gentil. Lassé de cette indifférence. Voilà. Bon alors finalement tout le monde, enfin j'ai pas non plus tous les détails. Ils se sont parlé et mon grand-père a donc voulu donner rendez-vous à ma grand-mère. Mais comme il n'osait pas non plus lui dire directement les choses, il lui a fait parvenir une fleur. Alors c'était un glaïeul, voilà. Mais alors, ce qui est très très important, c'est pas tant la fleur, c'est le nombre de fleurs ouvertes qu'il y a, parce que c'est une fleur que l'on fait livrer le matin, et selon le langage des fleurs, s'il y a 1, 2, 3, 4, 5 fleurs ouvertes, ça veut dire que l'on vous donne rendez-vous et qu'on viendra vous chercher à 5 heures. Voilà. Hein? Vous en apprenez des choses. Ah oui, non, mais c'est bien. Alors, ils allèrent tous deux se promener, mais ma grand-mère, elle en avait un peu assez de la promenade romantique. Elle, ce qu'elle aimait, c'était aller danser. Elle demanda donc à mon grand-père de la conduire au bal. Et là,
Horreur, mon grand-père découvrit que tous les garçons du village faisaient danser ma grand-mère, excellente danseuse, et ça ne lui a pas plu beaucoup, mais comme il était un homme assez réservé, il n'en montra rien, il ne dit rien, il ne lui reprocha rien surtout, mais le lendemain, il lui fit livrer un bel amaryllis rouge. Alors, plus beau que celui-là que j'ai fait tomber par terre et qui donc s'est un peu cassé, mais amaryllis rouge qui veut dire... Vous êtes charmante, mais vous êtes trop courtisée. Il était motivé parce que, alors là, avec toutes les fleurs, Fabrice, là, il faut avoir un budget quand même. Là, hein. Oh oui, mais enfin bon. Voilà, l'amour n'a pas de... Quand on aime, voilà. On ne compte pas. Alors, le lendemain, ma grand-mère, ayant reçu cette fleur et ayant bien compris le message, passa devant chez lui sans même se retourner et lui fit donc parvenir le lendemain un autre bouquet composé d'hortensia bleu qui veut dire « Vos caprices me peinent ». Parce qu'effectivement, elle faisait un peu la tête, donc c'était des caprices, et mon grand-père n'était pas content. Bon, enfin, ma grand-mère s'est dit « ça va pas durer longtemps, ce jeu-là, voilà un petit jeune homme charmant, il me plaît bien, il est bien gentil ». C'est donc elle qui a pris les choses en main et qui a fait livrer à mon grand-père un bouquet composé de Véronique et de branches d'olivier. Alors, branches d'olivier, voilà, ouais. C'est la paix entre nous. Et le bouquet de Véronique, symbole de la fidélité. Alors, la paix et la fidélité, tout était bien parti pour que ça se passe sous de bons auspices. Mon grand-père, ne sentant plus sa joie, décida de passer à l'étape supérieure. Il fit parvenir donc à ma grand-mère ce joli bouquet composé de 3 arômes roses. 3 arômes roses, ce qui veut dire... J'ai envie d'une relation charnelle avec vous, personne jeune. Si vous envoyez des arômes blancs, c'est envie d'une relation charnelle, mais avec une personne plus âgée. Donc, comme elle avait 20 ans, vous comprenez qu'elle a reçu des arômes roses. Mais tout ne s'est pas si bien passé parce que mon arrière-grand-père, voyant ça... C'est compliqué chez les Daboval, hein. C'est compliqué la rencontre amoureuse, hein. Quand mon arrière-grand-père a vu qu'un jeune homme envoyait des arômes roses à sa fille, il a dit « Oh là là, il n'en est pas question, tu ne sortiras plus de la maison, tu ne pourras plus bouger. » Donc, ma grand-mère était donc cloîtrée. Elle a donc fait parvenir à mon grand-père une branche de pétunia qu'elle n'a pas pu aller acheter, mais qu'elle a pris dans le jardin. C'est une fleur qui pousse dans le jardin. Et donc, un pétunia, ça veut dire il y a un obstacle à notre rencontre. Donc, surtout, arrêtez tout. Et alors, après, elle lui a fait livrer des anémones rouges fleurs qui, dans le langage des fleurs, veulent dire « Attendez-moi, ne m'abandonnez pas ». Voilà, ça c'est... utile à savoir. Alors enfin, bon, je ne connais pas tous les détails. Toujours est-il que mon grand-père, quelques jours après, est venu la voir avec un joli bouquet de 12 roses rouges autour duquel on attache les 12 roses rouges avec du lierre, ce qui veut dire c'est une demande en mariage et je m'engage à la fidélité, ce qui est quand même bien quand on fait une demande en mariage. Et voilà. Et la fidélité, c'est le lierre. Voilà. Fidélité, c'est le lierre. Demande en mariage, 12 roses rouges. Et voilà comment ils se sont mariés et que 80 ans plus tard, je suis là. Et Fabrice, à quand le roman ? Parce que là, il faut que vous écriviez, là. Voilà. Là, vous savez bien romancer. Hein. Non, c'est une histoire réelle ou pas ? Non, enfin, c'est... Inspiré. Un peu de vrai, j'ai un peu suivi mon intuition. Très bien, merci infiniment, Fabrice. Le cours Simon, c'est pour bientôt ? Parce que bon comédien, Fabrice. C'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait, d'accord, ok. Je rappelle les titres de vos livres. Vanessa Mielzarek, Coacher votre intuition et provoquer le hasard aux éditions du Seuil. Et Être intuitif de Catherine Balance aux éditions Recto Verso. Merci à vous d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 10h, 11h. Passez une très, très belle journée. À demain.